Bonjour à tous, merci de votre participation à cette conférence dans le cadre de Bio 360. J'ai le plaisir de l'animer. Elle a été préparée par l'équipe d'organisation de Bio 360 ainsi que l'association Elle et Biogaz Vallée. Donc je suis Grégory Lanoux, je serai l'animateur de cette session et je serai également la personne qui transmettra l'ensemble de vos questions aux intervenants. Je vous propose donc d'aborder aujourd'hui le sujet des externalités dans une conférence intitulée « Comment maximiser les bénéfices environnementaux de la méthanisation ». Nous aurons pour ce faire Cécile Frédéric, qui est déléguée générale de France Gaz Renouvelable, qui introduira le sujet. Ensuite, nous aurons Sylvain Frédéric qui abordera la thématique des gaz à effet de serre. Sylvain est responsable R&D biométhane chez GRDF et il copilote également le groupe de travail gaz à effet de serre du comité stratégique de filière, le fameux CSF dont vous avez certainement déjà entendu parler et dont vous entendrez encore parler aujourd'hui lors d'autres conférences. François Trubert, qui nous fait l'amitié d'être présent, qui est agriculteur méthaniseur, membre de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France et qui participe au groupe de travail sur le retour au sol et l'agronomie au niveau de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, interviendra sur chacun des sujets pour, dans une petite pastille, donner son ressenti en tant qu'exploitant d'une unité de méthanisation sur les différents sujets abordés. Nous irons ensuite sur le thème de la qualité de l'eau avec Armelle Damiano, qui est directrice de l'association d'initiative locale pour les énergies et l'environnement, l'association Elle. Puis la qualité de l'air avec Romain Giraud, qui est ingénieur au niveau de l'UR Opal à l'INRAE. Et puis enfin, nous aurons Safia Menasseri Aubry, qui traitera de la qualité des sols. Safia est enseignant-chercheur à AgroCampus Ouest. Et puis, l'on vous consacrera 20 minutes pour des questions-réponses. Donc, je vous laisse d'ores et déjà, au fil de l'eau, me poser vos questions. J'en serai l'interprète et je les adresserai à qui de droit. Donc, vous avez dans la petite fenêtre qui s'affiche devant vous une bulle sous laquelle il y a marqué « Converser » et c'est dans ce chat que vous pourrez poser toutes vos questions. Je serai certainement amené à en prendre seulement une partie, mais n'hésitez pas, nous aurons 20 minutes qui seront dédiées à ce temps d'échange. Et puis, les intervenants pourront y répondre éventuellement sur, si je n'arrive pas à tout vous transmettre, pourront y répondre par la suite. Voilà, n'hésitez pas, soyez prolixe et je transmettrai l'ensemble. Donc, je propose que l'on commence cette session par l'intervention introductive de Cécile Frédéric de France Gaz Renouvelable. Cécile, si tu veux bien brancher ta Oui, caméra. bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est celui-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème de... Je me recale. Merci. Bonjour. Donc, rebonjour à tous. Donc, je vais, dans le cadre de cette conférence, vous présenter un peu la démarche qui a été initiée dans le cadre du contrat stratégique de filière sur les externalités positives de la méthanisation. Donc, l'action externalité s'inscrit dans le cadre des travaux du contrat stratégique de filière, contrat qui a été signé entre l'État et l'ensemble des filières nouveaux systèmes énergétiques et qui, pour la filière méthanisation, est regroupé dans le cadre du groupe de travail méthanisation qui vise à rendre la méthanisation compétitive à l'horizon 2030 tout en préservant une filière créatrice de valeur industrielle en France. Ce groupe de travail méthanisation qui regroupe donc l'ensemble de la filière est articulé autour de différents sous-groupes de travail qui visent à travailler notamment sur la baisse des coûts de production, qui visent à travailler sur la facilitation du financement des projets,
sur le travail réglementaire et tarifaire, sur la possibilité d'accélérer le déploiement des projets tout en améliorant l'acceptabilité, sujet très important aujourd'hui pour la filière, sur l'orientation des programmes de recherche et enfin sur l'action qui va nous intéresser aujourd'hui, sur la mise en place d'une méthode d'évaluation des externalités positives que France Gaz Renouvelable, que je représente aujourd'hui, porte avec l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Ah, j'ai sauté une diapositive, excusez-moi. Ce travail sur les externalités s'est fait en 2 temps, avec une volonté d'objectiver les externalités positives et de mettre en évidence la valeur des services rendus par la filière. Puisque, au-delà de la production de gaz, la méthanisation offre, comme vous le savez, de nombreux services aux acteurs extérieurs de la filière. Cependant, cette valeur n'est pas toujours largement évaluée et donc d'où ce besoin de travail. L'action externalité a donc pour objectif de faire progresser les connaissances sur la quantification et la monétisation et les travaux produits pourront ainsi alimenter les réflexions à la fois sur la valeur du gaz produit par méthanisation et à plus long terme, on l'espère, sur l'évolution des soutiens de la filière. Donc, ce travail s'est fait en 2 phases, avec une première phase qui a donné lieu à une cartographie des externalités pour définir et évaluer l'ensemble de ces externalités et qui a ensuite permis au comité de pilotage de déterminer les focus qui vous seront présentés en suivant dans cette présentation. Donc, au niveau de cette première phase, donc, comme je le disais, l'objectif a été d'identifier l'ensemble des externalités positives ou négatives de la filière et d'évaluer les connaissances existantes sur chacune d'entre elles. Ainsi, nous avons travaillé à travers la réalisation d'entretiens avec des experts de la filière, mais également au travers d'une analyse bibliographique de plus d'une trentaine d'études sur le périmètre français. Cela a permis de catégoriser les externalités autour de 3 thématiques qui ont permis de faire une analyse de la contribution des différentes briques de la chaîne de valeur méthanisation sur les systèmes agronomiques, environnementaux et socio-économiques. Les externalités énergétiques ont été mises de côté dans la mesure où l'on peut considérer aujourd'hui qu'elles sont couvertes par le tarif d'achat du biométhane soutenu par l'État. Ainsi, nous sommes arrivés à la catégorisation de 12 externalités que vous pouvez voir sur la présentation. Je ne vais pas revenir en détail sur l'ensemble des externalités, mais vous voyez que l'analyse présente un sujet complexe qui illustre bien l'ensemble des services rendus par la filière méthanisation. À l'issue de ce premier travail, le comité de pilotage qui a réuni un certain nombre d'acteurs de la filière a décidé de travailler sur 4 thématiques prioritaires, essentiellement pour une question de moyens, mais également parce qu'un certain nombre d'autres externalités font l'objet d'études et d'évaluations dans d'autres cadres. Donc, au niveau de notre travail sur le GT externalité, nous avons décidé de travailler sur la résilience des exploitations, donc la capacité des unités agricoles à résister à différents chocs, qu'ils soient économiques, environnementaux ou autres. Nous avons ensuite décidé de travailler sur la question du traitement des déchets et l'impact que peut avoir la méthanisation sur la charge de ce traitement, notamment dans le cadre de la mise en place de l'obligation pour les collectivités territoriales d'ici 2023 du tri à la source des biodéchets.
Enfin, sur les perspectives et sur les impacts environnementaux, nous avons choisi de travailler sur la qualité de l'eau, dont les premiers résultats vous seront présentés par Armel Damiano de l'association AILE, et sur l'impact de la méthanisation sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est un sujet primordial pour cette filière. Ce sujet vous sera présenté par Sylvain Frédéric de GRDF. En conclusion, la première analyse sur ce groupe de travail montre clairement que la méthanisation est une filière complexe, notamment par rapport à d'autres exemples, d'autres filières de production d'énergie renouvelable, qui s'inscrit clairement dans une logique d'économie circulaire au carrefour de différents mondes, que ce soit l'énergie, l'agriculture et les déchets, ce qui explique également la complexité de cette filière. Ces externalités, comme on a pu le voir, sont nombreuses. Elles sont, à nos yeux, majoritairement positives. Elles couvrent de nombreuses thématiques et regroupent un nombre d'acteurs importants. Donc, de manière générale, pour nous, la méthanisation constitue un levier important de développement de l'agroécologie. J'espère que cette conférence vous en convaincra. Qu'elle permet un développement d'une dynamique de transition écologique à l'échelle des territoires. Enfin, comme vous avez pu le voir, vu la complexité du sujet, aujourd'hui, la quantification et a fortiori la monétisation de ces externalités constitue un exercice difficile, dû à la complexité des systèmes étudiés et à la divergence des projets rencontrés sur les territoires. Merci de votre écoute. Je serai disponible pour des questions, Alors, bien merci évidemment. Cécile pour ce propos introductif qui est issu des travaux menés dans le cadre du comité stratégique de filière. Il y a quelques questions qui arrivent déjà, je m'en ferai l'écho dans la partie dédiée. Je propose de passer directement donc à la thématique gaz à effet de serre qui va être développée par Sylvain Frédéric de GRDF, qui copilote également le groupe de travail sur les gaz à effet de serre du CSF et qui va aborder la quantification et la valorisation des réductions de gaz à effet de serre liées à la méthanisation. Donc Sylvain, je vais lancer ta présentation. Ouais, merci Grégory, tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement. D'accord. Donc effectivement, merci beaucoup Grégory. Voilà, c'est bon. Parfait. Merci Grégory. Donc effectivement, donc je suis Sylvain Frédéric. Moi, je suis donc responsable de la recherche et développement sur le biométhane chez GRDF. Et je suis également en fait copilote du groupe de travail donc gaz à effet de serre du CSF. Et c'est à ce titre que je vais vous présenter donc les travaux qu'on a réalisés depuis à peu près 18 mois dans le cadre effectivement de ce groupe de travail. Slide suivante. Voilà, super. Donc, je ne vais pas détailler le comité stratégique de filière, hein, le fameux CSF, NSE. Cécile, tu l'as très bien fait. Je vais juste te dire qu'effectivement, donc depuis 2019, donc depuis mai 2019, on a un contrat qui engage en fait la filière méthanisation et l'État en fait sur des objectifs très concrets. En l'occurrence ici, c'est essayer de trouver des externalités et de les monétiser. Donc moi, je vais vous détailler plus spécifiquement les gaz à effet de serre et les méthodologies qu'on a employées. Slide suivante. Donc pour cela, on a constitué un groupe de travail, donc le groupe de travail gaz à effet de serre, qui réunit en fait plusieurs expertises. Des expertises en fait sur la méthanisation avec l'INRAE, avec l'AMF, donc l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Mais on a voulu aussi en fait des représentants du monde agricole, avec les chambres d'agriculture, avec l'IDEL, avec Arvalis, avec la GPM, et puis aussi des représentants de la filière méthanisation avec FGR, avec la T2E. L'idée, c'était vraiment en fait d'avoir des expertises très différentes en fait pour justement appuyer notre méthodologie en fait sur la comptabilisation des gaz à effet de serre. Slide suivante. Alors, je vais directement commencer par un constat que finalement
on reviendra en fait pendant toute la présentation sur ce constat, c'est que la méthanisation, c'est surtout en fait euh, finalement plusieurs fonctions qui sont liées donc au traitement de déchets, à la production d'énergie et à la production de digestat. Cette multifonctionnalité, finalement, elle permet des réductions de gaz à effet de serre à plusieurs niveaux. Aussi bien donc, au niveau de la substitution des énergies donc, traditionnelles par du biométhane, aussi bien pour le bâtiment que pour la mobilité en biogaz carburant, que des émissions évitées grâce à l'utilisation donc, du digestat, des produits digérés de la méthanisation, en alternative à des engrais chimiques, mais aussi en fait sur la réduction des gaz à effet de serre liés aux émissions spontanées des effluents d'élevage, aussi liés au traitement alternatif des déchets, et puis aussi liés finalement au stockage du carbone, notamment par les cultures intermédiaires. Alors, pourquoi en fait mettre l'accent sur cette multifonctionnalité? C'est que cette multifonctionnalité, finalement, en fonction des objectifs de la méthode de comptabilisation, en fonction du périmètre finalement des méthodologies, on va plus ou moins prendre en compte cette multifonctionnalité. Et ce qui va expliquer aussi pourquoi il y a différentes méthodes. Voilà. Slide suivante. Donc, partant en fait de ce constat sur la multifonctionnalité, partant aussi de l'objectif du groupe de travail, donc gaz à effet de serre du CSF, donc c'était faire reconnaître et valoriser les bénéfices de la méthanisation en matière de réduction de gaz à effet de serre, on s'est donné donc deux objectifs, deux livrables différents. Le premier livrable, c'était essayer de faire mieux connaître finalement l'articulation entre les différentes méthodes de comptabilisation de réduction de gaz à effet de serre. Et puis un deuxième livrable sur le développement d'une méthodologie qui prend en compte l'ensemble de ces fonctions et aussi essayer donc de monétiser en fait ces fonctions avec un outil, ici donc un fichier Excel, qui peut être adapté site par site et non pas en fait à une filière donnée qui est donc la méthanisation. Slide suivante. Donc sur le premier livrable, vas-y, passe. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, sur la filière méthanisation, il existe différents dispositifs de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on en compte 4. Donc, une première donc, qui est la base carbone ADEME, une autre qui est donc sur la directive européenne RED II, une autre donc sur l'ACV biométhane de 2007, et enfin, la méthodologie qu'on a développée ici dans le cadre du groupe de travail, une méthodologie qui pourrait s'appliquer en fait au label bas carbone méthanisation. Donc le premier rapport que le groupe de travail a réalisé, c'est un rapport justement en fait sur l'articulation, les objectifs, les différences entre ces différentes méthodes de comptabilisation. C'est un rapport qu'on souhaite délivrer en avril et qui va justement expliciter ces différents objectifs, ces différentes méthodologies. L'idée, c'est d'avoir un rapport assez détaillé, mais aussi une synthèse en fait, qu'on pourra facilement diffuser à l'ensemble de la filière, mais aussi aux parties prenantes pour expliquer en fait, ces différentes méthodes. Slide suivante. Donc, ce rapport, je vous dévoile un peu finalement les messages qu'il y aura déjà en fait dans ce rapport. Donc, on a analysé donc les 4 méthodologies finalement, l'ACV donc base carbone, l'ACV de 2017, l'ACV RED II et puis la méthodologie en fait développée dans le cadre du label bas carbone. En fait, les 4 messages qui seront finalement abordés par le rapport, c'est que la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire effectivement pour lutter efficacement contre le changement climatique. C'est important finalement de pouvoir comptabiliser exactement en fait chaque poste et de savoir exactement en fait comment on peut réduire. Ça va avoir aussi des impacts sur finalement comment orienter aussi certaines pratiques d'épandage, comment améliorer encore en fait la méthanisation. Deuxième message, c'est qu'effectivement le biométhane aujourd'hui, quelle que soit finalement la méthode, elle permet de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Troisième message, c'est finalement la principale différence effectivement entre les méthodes, c'est lié à cette multifonctionnalité. Et enfin, c'est que
toutes ces méthodes, elles convergent effectivement sur une réduction de 8 à 10 en fait, des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des combustibles classiques. Slide suivante. Alors ici, je vous dévoile effectivement déjà quelques graphiques qu'il y aura dans ce rapport. Donc en vert, donc 2 méthodologies qu'on a voulu effectivement qu'on a illustrées dans ce rapport. Donc l'ACV de 2017, l'ACV qui donne un chiffre de 23 kg de CO2 équivalent par mégawattheure. Et puis la deuxième méthodologie, donc l'ACV basse carbone, ADEME, qui donne donc 44 kg de CO2 par mégawattheure. Donc, à comparer effectivement aux autres énergies, au bois, à la géothermie, on voit qu'on est équivalent. Et par rapport au gaz naturel, on gagne bien ce facteur de 8 à 10 par rapport à 227 kg de CO2 par mégawattheure. Alors, on n'a pas représenté les méthodologies RED 2 et les méthodologies label bas carbone, tout simplement parce que c'est des méthodologies en fait, qui s'appliquent site par site. Le 23 qui est inscrit ici et le 44 qui sont inscrits ici, ce sont des valeurs pour la filière qui sont pondérées en fonction des différentes filières de méthanisation entre monde agricole, station d'épuration, biodéchets, alors que la méthodologie label bas carbone et la méthodologie RED 2, finalement, ce sont des méthodologies qu'on va pouvoir appliquer site par site, intrant par intrant, et qu'on va pouvoir effectivement donner en fait aux porteurs de projet. Slide suivante. Donc, le deuxième livrable, c'est un livrable effectivement sur le développement d'une méthodologie site par site que tout le monde pourra appliquer et que l'on souhaite proposer dans le cadre du label bas carbone. Slide suivante. Alors, comme je le disais, les principales méthodes de comptabilisation de gaz à effet de serre, ACV basse carbone, ACV 2017, elles permettent de donner un chiffre unique, 23, 44 kg de CO2 équivalent par mégawattheure, qui sont représentatifs finalement de la filière méthanisation. Mais ces méthodes, elles ne permettent pas finalement d'effectuer une évaluation à l'échelle d'une unité de méthanisation. Donc, on a voulu effectivement élaborer une méthode de comptabilisation, aussi un outil, donc un fichier Excel, pour les porteurs de projets, pour qu'ils puissent, à leur niveau, entre guillemets, pour leur projet, en fait, quantifier exactement les réductions de gaz à effet de serre. Et puis aussi, on a voulu, avec cette méthodologie, essayer de valoriser, monétiser finalement ces réductions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est toujours un processus qui est en cours. Slide suivante. Alors l'outil, il se présente donc comme un fichier Excel où finalement le porteur de projet va rentrer sa nature d'intrant, ses pratiques d'épandage, éventuellement des options techniques comme la valorisation du CO2 ou la séquestration du CO2. L'idée, c'est vraiment d'être assez exhaustif pour pouvoir effectivement prendre en compte tous ces scénarios et avoir un chiffre précis par unité. Donc l'outil est encore en cours de test auprès d'unités dans le groupe de travail. Et j'espère que d'ici mai-juin, on pourra effectivement délivrer cet outil. Slide suivante. Alors déjà, quelques résultats de finalement cette méthodologie. Donc, vous avez toujours une comparaison de deux projets. Un, on va dire, un projet, un scénario de référence, qui est toujours à gauche, et un scénario, on va dire, projet, où finalement il y a une unité de méthanisation. Donc là, pour le premier, par exemple, sur les 5000 tonnes d'intrants, on a à gauche, sans unité de méthanisation, les émissions de gaz à effet de serre liées aux intrants, au gaz naturel et à la fertilisation. Et puis à droite, sur l'émission scénario projet, en fait, on a l'exploitation agricole avec l'unité de méthanisation. Donc on fait la différence entre le scénario de référence et le scénario projet. Et donc, ça nous donne effectivement la quantification de la réduction de gaz à effet de serre. En l'occurrence ici, plus de 1100 tonnes de CO2. Et on a fait exactement le même exercice avec un deuxième projet, et ça nous donne 2000 tonnes de CO2. Aujourd'hui, quand on regarde à peu près dans la filière, c'est à peu près cette quantification de réduction qu'on observe sur les unités de méthanisation. Slide suivante.
Donc, dernière slide, effectivement, comment on pourrait monétiser finalement cette réduction de gaz à effet de serre. Donc, nous, on souhaite inscrire effectivement cette méthodologie dans le cadre du label bas carbone. Alors, qu'est-ce que c'est que ce label bas carbone? Donc, c'est un dispositif qui est innovant, qui est effectivement destiné à faire émerger des nouveaux projets visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce label permet de certifier vraiment, de quantifier les réductions de gaz à effet de serre, et il permet aussi une valorisation économique. C'est-à-dire que pour chaque réduction de gaz à effet de serre, à l'instar finalement d'une sorte de crédit carbone, ici on appelle ça une contribution à la réduction des gaz à effet de serre, bon, peu importe, mais c'est comme des crédits carbone, finalement ces crédits carbone, on pourrait les vendre à une collectivité, un industriel ou même un citoyen qui souhaite réduire son émission de gaz à effet de serre. Pour ça, en fait, on a des agrégateurs ou même des coopératives qui pourraient faire l'intermédiaire entre les porteurs de projets d'unités de méthanisation et puis finalement ces citoyens, ces collectivités ou ces industriels qui souhaitent réduire leur gaz à effet de serre. Voilà, c'est terminé pour moi, Grégory. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous renseigner sur ce sujet ainsi que les travaux du comité stratégique de filière, vous avez un site et une page LinkedIn que vous pouvez consulter. Voilà. J'en profite pour interroger François Trubert, qui est agriculteur méthaniseur. Et voilà, si François peut rallumer sa caméra. Oui, voilà. Parfait, merci. Vous, sur votre site, vous avez des exemples concrets où vous avez pu constater des diminutions de gaz à effet de serre par rapport à certaines pratiques, par rapport à certaines installations? Bonjour tout le monde. Donc moi, c'est François Trubert. Oui, par rapport à mon expérience, donc moi, ça fait 10 ans que je fais de la méthanisation. J'ai participé à un programme qui s'appelait Méthalae, où on a mesuré avec l'outil Cap2R les gaz à effet de serre produits sur l'ensemble de l'exploitation, pas seulement la méthanisation. Et du coup, avant, je produisais du CO2. Et depuis la méthanisation, je suis du coup en énergie positive et j'ai une baisse significative du CO2, quoi. Vous avez pu le quantifier? Il a été quantifié par l'outil Cap2R qui correspond à moins 60 tonnes de gaz, moins tonnes de équivalent CO2, voilà. D'accord. Sur l'ensemble de l'exploitation. On est passé à un côté négatif à un côté positif. Ça correspond après à 8000 kilomètres pour un avion, en avion par exemple. Bon, c'est un exemple qui est donné comme ça. Après, le fait d'avoir des outils de mesure, on est conscient un peu de l'avantage de la méthanisation, mais c'est quand même intéressant d'avoir des outils pour bien mesurer les faits et pourquoi pas continuer à faire des leviers supplémentaires pour baisser les gaz à effet de serre, quoi. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est typiquement le genre d'outils que peuvent s'approprier les agriculteurs méthaniseurs pour leur projet. Tout à fait, on est vraiment, tous mes collègues de l'AMF, on est vraiment en attente d'un outil vraiment dédié pour la méthanisation et pour pouvoir calculer les gaz à effet de serre vraiment gagnés sur la ferme. Et effectivement, pourquoi pas après valoriser le carbone gagné, quoi. Parfait. Merci beaucoup, François. On vous retrouve tout à l'heure pour une réaction suite à l'intervention d'Armelle Damiano. Armelle, je te laisse brancher ta caméra. Tu es donc directrice de l'association Elle et tu vas nous parler du volet qualité de l'eau. Je te laisse mettre tes diapositives en place. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis en train effectivement de partager mon écran. Tu vas me confirmer quand c'est bon pour la visualisation là, de la projection. Donc, effectivement, je me fais aujourd'hui le porte-parole d'un travail mené en collaboration. Je vais présenter les membres du groupe de travail sur le sujet la question qui était posée de lien entre méthanisation et qualité de l'eau, et donc du lien, bien entendu,
qui repose sur le retour au sol de Digesta et la question de la qualité de l'eau. Et donc, l'idée de ce groupe de travail, c'était d'approfondir et caractériser ce lien en réponse à une absence au moment où on a pris le sujet à bras-le-corps, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, en l'absence d'un consensus sur le sujet. Le groupe de travail a eu une rigueur scientifique d'expertise des travaux déjà existants, mais aussi qui ont été produits, dont les résultats ont été produits au fil de l'eau de nos travaux, hein, puisque c'est un sujet, encore une fois, pas complètement caractérisé, qui faisait l'objet de programmes de travail en cours et qui ont, au fur et à mesure, voilà, rendu des rapports pour constituer un socle de connaissances communs sur la thématique, et qu'il sera bien entendu prochainement et sans doute un des premiers livrables de ce groupe de travail externalité publié donc sur, comme le disait Cécile Frédéric tout à l'heure, sur le site internet dédié à cet effet du CSF. Donc l'idée donc c'était de mener une réflexion sur les leviers de valorisation de l'externalité qualité de l'eau, mais avant tout d'avoir un socle de connaissances commun. Donc je vais ensuite préciser comment on rend aujourd'hui ce socle de connaissances, sous quelle forme il va être mis à disposition des acteurs de la filière. Mais avant tout, donc, je voulais présenter le groupe de travail qui regroupe majoritairement des experts du monde académique et issus d'organisations spécialisées. Donc, à l'association Elle, j'ai piloté ce groupe de travail, mais les partenaires cités ici, enfin, donc vous voyez les logos ici, ont contribué fortement à la fois à l'apport de publications scientifiques et également ont participé à la relecture et à la validation des termes de la note. Donc, le groupe de travail a travaillé à la réalisation d'une note de synthèse sur les connaissances scientifiques sur la problématique, une note de synthèse qui va, encore une fois, prendre la forme d'un document complet et exhaustif, suite à un constat d'absence de consensus, de retours de terrain très différents sur cette thématique. On entend des choses très positives et des choses moins positives sur cette question de lien de cause à effet entre méthanisation, retour au sol des digestats et qualité de l'eau. Il n'y avait pas de document qui permettait d'avoir une vision synthétique et systémique du sujet. On va voir qu'en fait, encore une fois, Cécile le disait en introduction, on le voit avec l'approche gaz à effet de serre, sur l'approche qualité de l'eau. Là aussi, on est dans une approche complexe parce que la méthanisation s'intègre dans un système, non seulement dans une exploitation agricole, parfois à l'échelle d'un territoire, dans un collectif de méthanisation agricole, et qu'elle induit des modifications systémiques, donc beaucoup plus globale et beaucoup plus profonde que la seule substitution d'engrais par du digestat. Donc cette approche systémique, elle rend là aussi la réponse à la question du lien de cause à effet pas si évidente et pas si simple que ça. Donc, le groupe de travail a été constitué pour collaborer sur cette note, mais il y a également eu, bien entendu, des entretiens avec des organismes spécialisés en complément. Et en tous les cas, les discussions sont allées avec plusieurs allers-retours et de nombreux allers-retours pour arriver à la rédaction de cette note de synthèse qui va se structurer d'une manière assez utile aussi pour la compréhension du sujet sous forme de consensus débat. Avec des sous-thèmes sur ces consensus et débats. Alors, ce qui fait consensus, je vais vous le présenter juste après. Donc, c'est quelque chose qui fait l'objet de nombreuses publications qui vont dans le même sens. Et à partir du moment où plusieurs fois on a recoupé le consensus, on a pu considérer que c'était un consensus scientifique. Le point de débat, lui, on le verra, est un peu plus largement à la fois ce sur quoi on n'est pas aujourd'hui arrivé à un consensus parce qu'il n'y a pas assez de travaux, mais aussi les choses sur lesquelles les différentes publications ne convergent pas. Donc voilà, donc les principaux points de consensus, là aussi c'est difficile de résumer en quelques minutes des travaux qui ont pris encore une fois plusieurs mois à ceux qui ont travaillé dessus. En tous les cas, j'essaye de vous les rendre les plus lisibles possibles. Donc le sujet de l'impact de la méthanisation sur la qualité de l'eau, c'est un sujet complexe, on l'a déjà dit, et je pense que c'est un peu le mot d'ordre de cette conférence, qui est bien entendu très dépendant des contextes. Alors là, on parle de contexte pédoclimatique, c'est-à-dire chaque zone
dans l'agriculture, le terme de contexte pédoclimatique est systématiquement utilisé pour qualifier le type de sol, mais aussi le type de climat auquel on se réfère, et qu'on ne peut pas parler d'impact sans tenir compte de cette notion de contexte pédoclimatique, mais aussi des pratiques associées quand on fertilise et quand on pilote le digestat dans une rotation et en lien avec des assolements qui peuvent être très variés. Et donc, ça nécessite encore aujourd'hui des travaux d'approfondissement, pardon, excusez-moi, parce qu'on n'est pas arrivé au bout du sujet, même si certains liens de cause à effet ont toutefois été mis en évidence et font l'objet d'un consensus aujourd'hui. Alors, je vais vous les lister, hein. C'est vrai que moi, ça fait quelques mois que je travaille dessus, donc ça me paraît évident, mais ça a quand même nécessité, voilà, des discussions importantes et complémentaires. Donc, l'idée de la pratique d'épandage, donc la pratique d'épandage est essentielle. Il faut savoir dans quel contexte de pratique d'épandage on se situe pour pouvoir affirmer des choses, mais à pratique d'épandage similaire et à quantité d'azote efficace identique, les digestats présentent globalement un risque de lixiviation. Donc, la lixiviation, c'est bien l'effet de perte d'azote par transfert dans le compartiment eau, hein, donc c'est ce que l'on veut limiter. Et donc, globalement, les digestats présentent un risque de lixiviation similaire aux autres produits résiduels organiques, excusez-moi pour l'acronyme, PRO, produits résiduels organiques, hein, qui sont qui sont divers, mais qui sont assez connus, que sont les lisiers, les fumiers, les composts. Donc, toute cette famille de produits résiduaires organiques qui ont une origine organique, qui sont le résidu d'une transformation, hein, plus ou moins importante. Voilà, cette famille qui est très utilisée en agriculture, hein, le retour au sol des produits résiduaires organiques se fait de façon empirique depuis des siècles, hein, en agriculture. Et donc, les digestats, c'est une nouvelle famille de produits résiduaires organiques, mais qui globalement ne présentent pas plus et pas moins de risques que ces autres produits. Et pourquoi? Parce que les risques de lixiviation sont surtout influencés par les pratiques agricoles. Donc, quand on parle de pratiques agricoles, on parle à la fois de techniques d'épandage, mais on parle également, encore une fois, de doses d'apport, de périodes d'apport, de type de produits qu'on apporte. Et là aussi, comme on me disait dans la première conférence de la journée, il n'y a pas la méthanisation, le terme non plus, le digestat n'est pas approprié. Il y a des digestats, des familles de digestats qui sont assez diversifiées et on y reviendra sans doute sur le sujet de la qualité du retour au sol, hein, et l'enjeu sur la qualité des sols, mais c'est vrai qu'on peut difficilement parler du digestat. Ensuite, l'unité de méthanisation associée à l'introduction, l'arrivée d'unités de méthanisation sur une exploitation agricole ou sur un territoire est susceptible de modifier les pratiques d'épandage dans la zone concernée, donc d'avoir une répercussion au-delà de la simple arrivée d'un nouveau produit. On modifie des pratiques, on modifie les équipements, on modifie les matériels, on modifie l'organisation, la logistique, etc. Et puis, là aussi, ce qui fait consensus, c'est que la couverture des sols en hiver est efficace pour limiter la lixiviation de l'azote. Donc aujourd'hui, avec la méthanisation, mais pour d'autres raisons également que l'introduction d'une méthanisation, et en particulier dans des zones sensibles sur le sujet de la qualité de l'eau, hein, dans les zones dites liées à la directive nitrate, dans des zones fragiles et dans des bassins versants en particulier, l'incitation à la couverture des sols en hiver remonte à quelques années. Et aujourd'hui, on a parfaitement démontré son efficacité pour limiter la lixiviation de l'azote. Donc, le digestat vient, en termes de pratique, dans des contextes où la couverture des sols en hiver est favorisée et également parce que la méthanisation favorise l'introduction de cultures intermédiaires à vocation énergétique qui, quand il s'agit de cives d'hiver, jouent ce rôle de couverture des sols, eh bien, joue également ce rôle de limiter la lixiviation. Et l'introduction de ces cives contribue également à diversifier les assolements dans les exploitations agricoles, qui là aussi peuvent être une source d'amélioration des impacts sur la qualité de l'eau. Voilà, donc là j'ai essayé, j'espère pas trop rapidement et de façon pas trop difficile à suivre, de vous présenter les points de consensus. Donc maintenant, je vais vous présenter les points de débat et les besoins d'approfondissement. Donc, les points de débat regroupent à la fois des non-consensus scientifiques, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi des affirmations non assez documentées dans la littérature. Donc, ça veut dire qu'ils nécessitent des travaux complémentaires. Alors, les principaux points de débat aujourd'hui,
il y a des enjeux autour de, là on parlait de qualité de l'eau et du sujet des nitrates, mais il y a d'autres enjeux sur la qualité de l'eau, bien entendu. Et aujourd'hui, ça n'est pas assez documenté, d'où la forme de questionnement, hein, mais est-ce que l'épandage de digestat, couplé éventuellement avec l'introduction de cultures intermédiaires, permet de diminuer le salissement des parcelles. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour réduire à terme le recours aux produits phytosanitaires. Des questions sont posées aussi autour de la méthanisation, où la proportion de cultures intermédiaires à vocation énergétique en termes d'intrants est importante et majoritaire. Et donc là, il y a des questionnements autour de l'évolution du solde du bilan azoté. Pourquoi? Parce que dans des zones où on a une très, très forte proportion de cultures intermédiaires, en général, ce sont des zones où il n'y a pas d'élevage et donc il n'y a pas de pratique de fertilisation avec des produits résiduaires organiques. Ce sont des pratiques donc qui sont plutôt de fertilisation classique et minérale. Et donc, à partir du moment où on introduit un produit organique, donc je le disais tout à l'heure, le digestat, eh bien, la question du solde azoté global est en interrogation. Et l'autre questionnement, c'est aussi, est-ce que la cive est aussi efficace qu'une culture intermédiaire piège à nitrate, une CIPAN, pour limiter cette même lixiviation de l'azote en interculture? Voilà, donc ces points de débat, encore une fois, pour certains, font l'objet de travaux d'approfondissement. Donc, je vous ai cité ici quelques travaux scientifiques en cours ou à venir. Donc, en cours, la thèse de Camille Launay de l'INRAE de Toulouse et GRDF, donc, qui évalue de façon spécifique ces cultures intermédiaires à vocation énergétique en termes de bilan eau, azote et carbone, hein. Donc, il y aura une publication proche, dans les années à venir de cette thèse. Et puis, il y a un programme nouveau qui démarrera sans doute début 2022, qui s'appelle Méta 3G pour troisième génération de méthanisation, et qui va étudier des scénarios de systèmes d'agri-méthanisation innovants qui permettent de répondre au mieux aux objectifs de la double transition énergétique et agroécologique. Tout ça pour dire qu'il y aura une étude plus globale de l'unité de méthanisation et des systèmes associés. On peut difficilement faire la distinction entre les deux si on veut avoir un avis sur les impacts qu'elle génère. Et de façon, pour finir, un peu plus large également, c'est qu'on a beaucoup parlé là, on a beaucoup apprécié la nature des effets directs et indirects de ces digestats sur la qualité de l'eau, mais des interrogations aujourd'hui sont soulevées sur les effets induits. Les effets induits, ce sont en fait, en quoi la démultiplication, donc on change un peu d'échelle, on passe à une échelle un peu plus macro, un peu plus territoire, et en quoi la démultiplication des nombres de méthanisation peut avoir des impacts, par exemple, sur l'augmentation de l'assolement en maïs, ou alors, et en plus en particulier au profit du retournement des prairies, qui serait, on le sait, très dommageable pour la qualité de l'eau. Donc ces effets induits sont aujourd'hui pas étudiés. En tous les cas, il n'y a pas d'études chiffrées sur ces effets induits. Il y a pas il y a des alertes, mais il n'y a pas d'études. Et donc, c'est bien des travaux qui sont à mener. Et pour finir, excuse-moi Grégory, une minute. Donc là, on parle bien entendu d'état de l'art de la connaissance scientifique, mais ce qui est avant tout important, c'est de savoir que le respect des bonnes pratiques minimise les risques d'erreur et de dégradation de la ressource en eau, le respect des bonnes pratiques d'épandage en particulier. C'est pourquoi actuellement, AgroParisTech pilote la rédaction d'un guide sur les bonnes pratiques d'épandage des digestats, qui sera donc publié très prochainement sous forme de fiches techniques très didactiques pour les porteurs de projets et pour les utilisateurs de digestats, qui ont un rôle essentiel à jouer dans cet enjeu de préservation de la qualité de l'eau. Je vous remercie pour votre attention et je resterai disponible à la fin pour répondre à des questions. Merci beaucoup, Armelle. De la même manière que François a réagi sur le volet gaz à effet de serre, je vais lui demander de rouvrir son micro. Armelle, je te laisse éteindre ta présentation, s'il te plaît. Et j'imagine que comme tout exploitant agricole, la ressource en eau est extrêmement précieuse et c'est une attention quotidienne, mais quel est votre regard en tant qu'agriculteur méthaniseur ? Effectivement, la méthanisation, il y a eu un impact important sur la fertilisation et la qualité de l'eau. Je ne peux pas vraiment le dire maintenant, mais par exemple, sur la fertilisation, c'est clair que ça a eu un impact important. Du coup, avant, on avait essentiellement des fumiers et des lisiers avec différentes valeurs agronomiques. Et du coup, pour les épandres, on
faisait au mieux. Aujourd'hui, on se retrouve avec un digesta qui est très, très homogène dans les cuves. Et on connaît vraiment les valeurs du digesta puisqu'on fait des analyses plusieurs fois par an. Du coup, aussi, la SMO augmente puisque j'ai diminué moi de 60% mes achats d'engrais chimiques. Du coup, maintenant, le blé est fertilisé avec du digesta. Et en fin de compte, en fonction de ce qu'on veut obtenir, plutôt de la fertilisation azotée ou plutôt de l'amendement, en faisant une séparation de phase, on peut amener du digesta solide qui va plutôt être un amendement, même s'il a de l'azote quand même, et un digesta liquide pour vraiment faire de la fertilisation sur blé notamment. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on apporte l'azote au plus près des besoins des plantes, quoi. Et la phase de minéralisation, elle est déjà effectuée, donc c'est directement disponible pour les plantes. Voilà, donc tout ça, je pense que ça contribue à un meilleur maintien de la qualité de l'eau, quoi. En effet, ça participe des bonnes pratiques à diffuser au sein de la profession, comme le rappelait tout à l'heure Armel dans sa conclusion. Merci beaucoup François. On se retrouve tout à l'heure après la présentation de Romain Giraud, qui est adjoint à la directrice de l'unité de recherche Opale au sein de l'INRAE. Bonjour Romain et merci d'être avec nous. Je vous laisse lancer votre présentation. Vous allez aborder le volet qualité de l'air. Alors, on reparlera épandage d'ailleurs, si je ne m'abuse. Oui, tu m'entends bien, Grégory, et tu vois ma présentation? Parfait. Okay, super, merci. Donc, merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, Romain Giraud. Alors là, on va s'éloigner un petit peu des travaux de la CSF, puisque la commande qui m'avait été demandée en fait par les organisateurs, c'est de vous faire un petit peu une présentation sur le sujet méthanisation et qualité de l'air, et plus particulièrement de faire un focus en fait sur une des composantes de l'impact potentiel de la méthanisation sur la qualité de l'air, qui est liée aux émissions d'ammoniac. Et donc, je vais essayer de vous présenter quelques éléments finalement pour comprendre comment minimiser les émissions d'ammoniac sur les filières de méthanisation. Sachant que là, alors on va être sur une présentation un peu différente des précédentes, puisque finalement, on est quand même sur un point qui a une externalité qui peut être quand même potentiellement négative si on faisait les choses, si on ne cherchait pas à minimiser ces émissions. Et donc, l'enjeu, c'est bien d'essayer de minimiser ces émissions pour que, au final, l'impact de la méthanisation soit neutre, soit positif. Donc déjà, une petite diaporama où j'ai voulu resituer finalement où est-ce qu'étaient les principaux risques de fuite d'azote et en particulier d'émissions d'ammoniac sur une filière de méthanisation. Donc j'ai resitué, là c'est une filière de méthanisation de type alors que je représentais avec séparation de phases, avec le stockage et l'épandage des phases solides et liquides. Et en fait, alors sachant que si on est dans le cas d'une filière avec plutôt digesta brut, on va être plutôt dans le cas du haut, en fait, sur les ordres de grandeur d'une filière liquide, de tout ce qui est phase liquide. Et donc, j'ai fait un peu une synthèse des différents chiffres qu'on peut trouver en termes de risque de perte d'ammoniac, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on peut obtenir si on fait, entre guillemets, tout mal. On maîtrise au moins les choses. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, les enjeux, ils sont prioritairement sur l'étape d'épandage des phases liquides et des gestats bruts, où on peut avoir un risque de perte qui peut atteindre presque moitié, finalement, en fait, de l'azote total du digestat. Et en second lieu, sur le stockage des phases liquides et des digestats bruts, où le risque de perte peut atteindre 25% de cet azote total du digestat. Alors là, on est bien sur des risques et l'enjeu de ma présentation, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut minimiser ce risque et être au plus près en fait, des valeurs basses en fait, qui sont dans les cases bleues. Alors déjà, un petit slide pour dire où sont finalement les enjeux environnementaux et autres autour de la maîtrise des émissions d'ammoniac. Alors comme je viens de vous le dire, finalement, c'est le premier risque de perte d'azote sur une filière de gestion des digestats. Le risque de perte d'azote par lessivage, il peut être maximum de 30%, en fait, alors que là, on voit qu'on peut perdre beaucoup plus. Également, des enjeux en termes d'environnement et de santé publique, parce que d'une part, les émissions d'ammoniac qu'on va retrouver dans l'atmosphère vont pouvoir créer générer des retombées atmosphériques qui contribuent à l'acidification des sols et également à l'eutrophisation de certains milieux qui sont peu chargés en azote, notamment certains milieux aquatiques. Également une composante santé des travailleurs et nuisances liées notamment aux émissions d'ammoniac, à sa potentielle toxicité notamment. Alors là, ça s'applique surtout finalement au milieu confiné. Donc c'est vraiment un enjeu plutôt finalement pour les travailleurs de la filière de méthanisation, surtout ceux qui vont se retrouver à travailler dans les hangars où on travaille le digestat, des choses comme ça.
Et également, en fait, qu'il y a un petit peu le sujet environnemental qui monte, qui est le fait que l'ammoniac soit un précurseur de particules fines, puisqu'en fait, dans l'atmosphère, il se combine avec les oxydes d'azote, qui eux sont plutôt, or, autant l'ammoniac est plutôt d'origine agricole, les oxydes d'azote sont plutôt d'origine, donc ça vient des combustions, donc notamment tout ce qui est transport urbain par véhicule, et la combinaison de ces deux éléments va créer du nitrate d'ammonium, qui est en fait un des principaux contributeurs des épisodes de pollution aux particules printaniers. Alors juste une petite slide pour vous expliquer un petit peu finalement comment ça marche et que vous compreniez comment peuvent fonctionner les différentes méthodes de minimisation. Donc en fait, ce qu'il faut voir pour l'ammoniac, l'azote ammoniacal, c'est que dans un milieu liquide, qui peut être un digestat, un lisier ou une solution du sol, en fait, il va y avoir toujours un équilibre entre une forme acide, qui est la forme NH4+, l'ion ammonium, et une forme basique, qui est la forme NH3, qui est dissoute, mais qui peut être potentiellement volatile. Donc là, on a toujours un équilibre entre ces deux formes-là, qui va dépendre du pH, puisque le pKa de ce couple acide-base va être vers 9,2. Donc plus on va être vers ce couple-là, plus on va avoir de NH3 dissous. Et cette forme-là, elle est potentiellement volatile, c'est-à-dire qu'elle peut se transformer en phase gazeuse, et la vitesse et la quantité d'azote NH3 dissous qui va être transféré sous forme gazeuse va dépendre finalement du gradient de concentration qu'on a en fait à la surface du liquide. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une sensibilité particulière pour les filières de gestion de digestat? Parce que les digestats ont des pH qui sont souvent relativement élevés, avec une concentration en azote ammoniacal souvent relativement forte, et qu'en plus on substitue dans certains cas, comme l'a dit François, une fertilisation minérale qui est émettrice aussi d'ammoniac, mais globalement moins que certains effluents organiques, par une fertilisation organique qui peut être sensible à ces émissions d'ammoniac. Alors, je vais balayer les deux principales étapes de la filière et essayer de mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ces émissions et être le plus proche finalement du 5% qu'il y a dans mes carrés bleus. Alors, si je commence par le stockage, alors il y a différentes solutions qui sont possibles. Alors déjà, une première solution, c'est de réduire finalement la surface d'échange entre le digestat qui est stocké et l'air. Typiquement, c'est le comparatif entre une lagune et une fosse. On sait qu'une lagune, par rapport à une fosse, va avoir un ratio surface d'échange volume stocké qui va être supérieur, et donc des vitesses finalement de volatilisation, une sensibilité à la volatilisation qui peut être supérieure. Une autre solution qui est tout ce qui est couverture de fosse. Alors avec deux types de couverture, on va dire une couverture, on va dire entre guillemets naturelle, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais qui est le fait de cultiver entre parenthèses un croûtage sur la fosse, qui peut permettre de réduire de 30 à 40% les émissions. Mais par contre, ça ne marche pas à tous les coups, hein. C'est quelque chose qui marche mieux sur du digestat brut que sur des phases liquides, parce qu'il n'y a plus assez de matière en suspension pour avoir cette croûte, qui marche mieux sur des digestats qui contiennent encore de la fibre, donc qui sont issus de filières bovines ou de filières végétales, et qui n'est pas très adapté aux épandages fréquents. C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à ne pas avoir cultivé cette croûte et ne pas tout le temps mélanger finalement notre fosse de stockage. Et deuxième solution de couverture, c'est les couvertures artificielles, souples ou rigides, qui permettent, selon le type de couverture, de réduire de 60 à 80% les émissions d'ammoniac. Donc ça, c'était sur les étapes de stockage. Alors si je passe maintenant à l'étape d'épandage, c'est là que finalement on a le principal risque de volatilisation. Alors là, il va falloir, finalement, là, ce petit schéma, il représente de façon schématique ce qui se passe quand on épand. Donc là, on a en marron notre flaque de digestat, entre guillemets, qui a été épandue, dans lequel on a toujours notre équilibre entre la forme non volatile NH4+, et la forme volatile NH3 dissous, et le phénomène de volatilisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, d'un point de vue conceptuel, une fois que vous avez épandu, s'il ne se passait rien, en fait, le processus de volatilisation, il va s'arrêter que dans deux conditions, soit qu'il n'y ait plus de contact finalement entre l'air atmosphérique et la flaque de digestat, donc qu'on ait enfoui ou que ce soit infiltré, ou bien qu'il n'y a plus du tout de NH4+ dans la flaque, disponible dans la flaque. Donc, l'enjeu, il y a deux stratégies à combiner pour limiter l'émission d'ammoniac. C'est d'une part d'accélérer l'infiltration du produit pour qu'il n'y ait plus de contact entre le digestat et l'air, et d'autre part de diminuer la vitesse de volatilisation pour qu'on ait le temps soit d'intervenir pour enfouir le digestat, soit que le digestat ait le temps de s'infiltrer, qu'il n'y ait plus de contact avec l'air. Donc en fait, les stratégies à combiner sont toujours vis-à-vis de ces deux objectifs-là. Alors si je commence par le premier, qui est accélérer l'infiltration du digestat épandu, un des critères qui est quand même déterminant, c'est le choix du dispositif d'épandage, où on a des dispositifs type épandage par pendillard qui permettent de réduire de 30 à 60% les émissions d'ammoniac à l'épandage par rapport à des épandages entre guillemets, alors j'allais dire classiques, même si c'est plus vraiment ce qu'on doit appeler classique aujourd'hui, mais on va dire historique, d'épandage par bus palette. Et si on va jusqu'aux enfouisseurs, on peut aller jusqu'à 90% de réduction. Mais il y a également d'autres choses qui peuvent contribuer à accélérer l'infiltration du digestat, notamment le travail du sol pour l'enfouissement.
alors qu'il doit quand même intervenir dans les heures qui suivent en fait finalement l'épandage du digestat, hein, parce que globalement les 2/3 en fait de l'émission d'ammoniac ça se produit dans les premières heures qui suivent l'épandage, hein. Et également d'avoir un sol qui permette l'infiltration du produit. C'est souvent quelque chose dont on ne parle pas, mais finalement, si on a un sol qui a une bonne structure, qui est pas tassé, qui permet d'avoir une infiltration assez rapide, eh ben, on va aussi limiter les émissions d'ammoniac, mais c'est toujours plus difficile à évaluer. Également, un autre levier, c'est diminuer la teneur en matière sale du digestat, ce qui fait que par exemple, pour des digestats qui ont fait l'objet d'une séparation de phase, il va y avoir une facilité à s'infiltrer plus importante, une plus faible viscosité, qui va limiter finalement le temps de contact entre la flaque de digestat et l'air atmosphérique, et donc limiter les émissions d'ammoniac. Alors sachant que là, on est quand même sur les deux premiers, on est quand même sur des choses qui sont primordiales, alors que là, sur les deux derniers, derniers leviers, on est quand même plutôt sur des choses qui sont un peu plus à la marge. Alors, deuxième objectif, c'est de diminuer la vitesse de volatilisation pour laisser le temps au digestat de s'infiltrer ou à l'agriculteur d'intervenir. Et donc là, il y a 5 principales conditions qu'il faut essayer de maîtriser dans la mesure du possible. Déjà, la température. On sait que plus la température est faible, plus la vitesse de volatilisation va être faible. Et le risque de volatilisation, il est globalement assez fort à partir de 15 degrés. Donc, ça veut dire qu'on va privilégier des périodes d'épandage plutôt fraîches, donc soit en matinée, soit la nuit, soit des saisons où il fait plutôt frais. Également, avoir des conditions limitées d'ensoleillement qui sont défavorables aux émissions d'ammoniac, c'est-à-dire avoir des conditions pas trop sèches et un ensoleillement plutôt faible pour limiter ces émissions. Également, des conditions de vent qui soient les plus faibles possibles pour limiter le phénomène de volatilisation. Et deux autres leviers, qui sont de limiter la surface souillée, parce que plus vous allez avoir une surface qui va être souillée avec du feuillage souillé, etc., plus vous allez avoir une surface d'échange importante entre le digestat et l'air, et donc une vitesse de volatilisation importante. Donc, ce que ça veut dire, c'est éviter de feuiller les souillages en place quand on n'est pas sur une culture qui est en place, et éviter la buse palette qui a la caractéristique de souiller quasiment toute la surface de la parcelle, et le feuillage qui peut être présent. Et une autre option, c'est de se servir du feuillage. Donc, notamment, c'est une option qui existe en fait pour les gens qui font des épandages sur maïs au printemps, après sur maïs déjà en place, où on sait qu'un épandage sous feuillage peut être bénéfique parce qu'en fait, ça limite en fait les échanges, la dilution en fait finalement de l'ammoniac qui est émis dans l'atmosphère, et donc du coup, ça diminue le gradient de concentration qu'on a juste à la surface du sol, et ça baisse la vitesse de volatilisation. Alors, si je fais un peu une synthèse de tout ce que je viens de vous dire, finalement, pour être performant sur l'ammoniac, il est nécessaire à la fois de combiner des solutions techniques, type couverture, choix de matériel d'épandage, etc., des pratiques culturales, et aussi quelque part un savoir-faire dans le choix des périodes d'épandage, dans les pratiques culturales, dans le choix des cultures et des saisons auxquelles on va vouloir épandre. Et également, ce qui est important, c'est de ne pas se dire on va juste agir à l'épandage ou juste au stockage. On voit bien qu'il faut quand même combiner les actions aux différentes étapes sensibles de la filière. Alors, par contre, on peut le voir en se disant, ben voilà, c'est quand même un point sensible en termes d'impact environnementaux, mais la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ce qu'on voit, et c'est ce qu'a montré notamment l'étude Metalae, c'est que finalement, si on fait tout bien, si on met en place toutes les mesures qui permettent de limiter au maximum les émissions, on se rend compte qu'après méthanisation, on peut avoir une émission d'ammoniac qui peut être soit équivalente, soit même mieux qu'avant si on met mieux en place certains leviers de limitation des émissions. Donc, au final, quelque part, c'est pas une fatalité. Par contre, ça reste quand même des processus qui sont très multifactoriels, surtout en particulier pour les émissions d'épandage, que même si on tente de tout faire au mieux, il y aura toujours le risque d'un imprévu, etc., qui viennent diminuer, voire annihiler beaucoup des efforts fournis. Et donc, voilà, c'est quelque part une thématique sur laquelle il faut accepter aussi une incertitude sur le résultat in fine. Alors là, je vous ai uniquement parlé d'ammoniac parce que c'était la commande, mais finalement, je voulais aussi faire un petit focus sur les autres points de vigilance de mon point de vue quand on cherche à rapprocher les thématiques ammoniac et qualité de l'air. Une première point de vigilance, c'est tout ce qui est émission d'odeur et plus largement de composés organiques volatiles, en particulier à proximité des sites, notamment liés aux émissions qu'on peut avoir sur le stockage de différents substrats, notamment les substrats carnés, etc. Également, un autre point de vigilance, c'est les émissions issues des dispositifs de valorisation du biogaz. On sait que toute combustion génère des oxydes d'azote qui ont différents impacts sur la qualité de l'air. Ce n'est pas spécifique au biogaz, mais bon, voilà, toute combustion génère ce genre d'émissions, et donc ça fait quand même partie des points de vigilance à avoir. Et autre dernier point de vigilance, c'est les émissions qu'on pourrait qualifier d'accidentelles, de type soupape sans torchère, de type débâchage, etc., qui peuvent également avoir des impacts ponctuels en termes de qualité de l'air.
Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et puis je serai disponible pour des questions après la session. Et il y en a. Merci Romain pour cette présentation très claire. Donc j'en conclus que tout est dans les mains des exploitants hein, sur les pratiques, les fenêtres d'épandage, etc. François, une réaction sur le sujet? Oui, du coup, là, nous, moi, particulièrement, et plus l'AMF, on travaille déjà beaucoup avec IRSTEA, là, sur IRSTEA, INRAE, sur les INRAE, problèmes. qui est la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA. Voilà. Et, voilà, donc on a beaucoup travaillé effectivement sur les pertes d'azote. C'est clair que si on substitue de l'engrais avec du digesta, il est clair qu'il faut qu'on ait l'azote quand même. L'azote qu'on épand, il faut qu'elle soit assimilée par les plantes, quoi. Donc on a effectivement intérêt à ne pas avoir de perte d'azote, d'ammoniac dans. Donc effectivement, moi sur mon exploitation depuis le début, on passe avec un enfouisseur à disque qui enfouit à peu près entre 10 et 15 cm dans le sol le digesta. Donc, qui évite quand même fortement les émissions d'ammoniac. Ouais. Donc, c'est clair, c'est qu'on ne voit déjà rien sur le sol. Ça ne patouille pas. Il n'y a pas de, c'est pas gras, quoi, d'une part. Et d'autre part, il y a effectivement l'odeur. L'odeur est très, très limitée, quoi. Voilà ce que je peux dire. Sinon, il y a une chose qu'on a commencé à mettre en Bretagne en place. On a fait des essais. C'est mettre en place une acidification du digesta par incorporation directe d'acide sulfurique qui a un effet justement de rebaisser fortement le pH et du coup d'éviter les gaz à effet de serre. Pour l'instant, c'est vraiment au stade de. C'est un peu, ça a dépassé le stade expérimental, mais c'est comment ça se fait beaucoup dans d'autres pays. Et c'est vrai que l'épandage des digestats c'est vraiment un effet qui nous torture un peu, puisqu'il faut trouver les périodes, comme disait Romain, les mieux adaptées. Donc, moi, j'essaye d'épandre sur blé, notamment les jours où il y a un peu de brouillard, un peu d'humidité et clairement pas de vent, quoi. Donc, du coup, ce qui veut dire ça, c'est que ça complique aussi les choses, c'est qu'on a tendance à aussi avoir un travail plus délicat au niveau des roues et de l'encrassement des routes, quoi. Il y a toujours un peu de. Voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup, François. Donc, je vais passer la parole maintenant à Safia Menasseri-Aubry, qui va aborder le dernier sujet que l'on souhaitait vous présenter et qui porte sur donc la qualité des sols. Je laisse Safia connecter à la fois sa caméra ainsi que la présentation. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais. C'est bon pour ce qui est de la présentation? Oui. Bien, donc moi je vais finir par aborder l'impact de la méthanisation sur la qualité des sols cultivés en ne vous en présentant pas de résultats que nous avons acquis nous-mêmes. Il faudra patienter pour cela, mais je vous propose un petit état de l'art à partir d'une synthèse bibliographique mobilisant des publications internationales, notamment issues de pays qui pratiquent la méthanisation depuis plus longtemps que la France, comme le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, etc. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que comme tout le temps, quand on évalue l'effet d'une pratique agricole et notamment l'apport de produits organiques sur la qualité des sols, eh bien, on s'intéresse toujours à un élément clé qui est les matières organiques du sol. En effet, quand on parle de qualité des sols, afin qu'ils assurent leur fonction de productivité, mais aussi un certain nombre de fonctions environnementales, eh bien, il faut que ce sol soit vivant, comme on l'a indiqué ici, que ça soit un bon réservoir d'eau, que l'eau circule correctement, qu'il y ait une quantité d'éléments nutritifs mis à disposition de la plante en quantité suffisante, mais pas trop, qu'il soit meuble, résistant à l'abattance, etc. Donc, toutes ces propriétés, elles sont assurées par des propriétés intrinsèques au sol qui sont sa texture, également sa profondeur, ce n'est pas mentionné ici, mais ce sont des propriétés sur lesquelles on ne peut pas agir. À l'inverse, les matières organiques des sols qui jouent également de manière très importante sur l'ensemble de ce fonctionnement du sol, eh bien, c'est un élément ou une composante du sol sur lesquels, on l'a vu, on en a parlé, hein, on peut agir et
ces matières organiques, elles vont intervenir, elles sont essentielles dans le maintien et l'augmentation de la diversité des micro-organismes et de la macrofaune dans le sol et de leur activité. Puis, elles permettent aussi au sol d'assurer un certain nombre de fonctions environnementales qui sont mentionnées ici, comme la régulation de l'air et de l'eau. Et donc, la question, c'est quel impact a la méthanisation sur finalement cette composante que sont les matières organiques des sols. Comment on étudie cette question? Eh bien, finalement, un peu comme pour la qualité de l'eau ou ce qui a été dit auparavant, on va s'intéresser d'abord à l'effet du digestat en tant que tel, en tant que produit organique. On va s'intéresser à sa valeur fertilisante. Alors, ça va dépendre, l'effet que va avoir ce digestat, bien évidemment, ça va dépendre des quantités qui vont être apportées au sol, mais aussi de sa qualité qui va, elle, dépendre du procédé de méthanisation, la température, les temps de séjour, et aussi des intrants qui rentrent dans le méthaniseur. Ce qui fait que aussi, quand on regarde la littérature internationale, eh bien, on voit qu'on a une grande diversité de procédés, d'intrants mobilisés, et la transposition des résultats n'est pas aisée dans le contexte dans lequel on est. Donc, j'y reviendrai à la fin. Et ce que je voulais aussi mentionner, c'est que le fait de dire qu'il y a un impact, un effet positif ou négatif, ou peu importe, ou pas d'effet du tout du digestat, va dépendre aussi à quoi on compare la pratique d'épandage du digestat, si c'est à un contrôle qui est un témoin sans engrais organiques, donc avec une fertilisation minérale, ou si l'on compare à d'autres produits organiques qui sont très, très divers, ou aussi si on compare le digestat au produit initial non digéré, le fumier non digéré versus le digestat du fumier. Donc tout cela aussi va impacter le type de résultat qu'on va obtenir, et bien évidemment, ça va aussi dépendre des types de sols qui vont recevoir ces digestats, comme l'a dit Armel Damiano avant. Et puis aussi, comme l'a dit Armel, il y a une autre dimension qui est très, très importante à prendre en compte, c'est tous les changements qui sont opérés au sein de l'exploitation agricole et au niveau du système de culture quand la méthanisation est introduite dans l'exploitation. Donc, les pratiques d'épandage, les rotations, le travail du sol, les cives et leur gestion, etc. Et finalement, il y a peu d'études qui abordent cette question d'impact de la méthanisation sur la qualité des sols à cette échelle-là. Alors, si j'ai souligné ici l'impact du digestat, ça n'est pas parce que c'est ce qu'il y a de plus important, mais c'est ce dont je vais parler, puisque la majorité des publications, finalement, donnent des résultats à cette échelle-là. Donc, quand on parle de valorisation des digestats, on parle de leur valeur fertilisante. François Trubert en a parlé, que l'on caractérise selon deux composantes, soit une valeur engrais qui est finalement reliée à la disponibilité en azote que peut avoir le produit organique pour la culture sur le court terme, et puis versus une valeur plutôt amendante, où là, on va plutôt s'intéresser au carbone qu'il y a dans les produits organiques et surtout finalement la forme stable de ce carbone, la contribution humique de ce produit sur le long terme et comment ce produit, ou ce carbone qui est apporté va contribuer à plus de stockage du carbone dans le sol, mais aussi à une amélioration d'un certain nombre de propriétés du sol qui sont reliées à ce carbone qui rentre dans le sol en quantité et en qualité. Donc, vous voyez ici une répartition de différents produits qui sont utilisés en agriculture, avec donc des produits plutôt dégradables et plutôt utilisés comme des engrais, des composts, etc., plutôt utilisés comme des amendements, et les digestats qui sont considérés comme étant des produits intermédiaires. Et si l'on fait de la séparation de phases, on va avoir une phase liquide qui va être plutôt un engrais, puis une phase solide qui va se comporter plutôt comme un amendement. Bon, je précise ici que parfois, on se rend compte aussi que dans cette fameuse phase liquide, les formes de carbone qui sont présentes sont récalcitrantes et peuvent être finalement très stables. Alors, pareil, encore une fois, Armel l'a dit, on a une diversité de digestats. Donc ici, c'est un petit récapitulatif que j'ai repris d'une revue bibliographique d'un auteur canadien, qui est basé sur de la littérature internationale, qui montre qu'effectivement, on a des digestats qui peuvent avoir des taux de matière sèche très variables selon qu'ils sont liquides ou plus solides ou comme une boue entre deux, qui sont riches en azote, et notamment en azote ammoniacal, ça a été dit. En quantité, ou en pourcentage de matière sèche, on a finalement des mêmes ordres de grandeur que d'autres produits organiques, des rapports C/N aussi très variables, de 2 à 25.
des teneurs en phosphore également variables. Alors ici, ce que j'ai souligné, c'est le rapport azote sur phosphore qui mentionnait dans une publique comme étant égal à 7 pour un digestat et 3,5 pour le fumier non digéré, qui indique qu'à une même quantité d'azote apportée, ben, finalement, on apporte moins de phosphore avec un digestat qu'avec le fumier non digéré. Et puis ici, une information intéressante par rapport justement au côté amendant finalement du digestat ou plutôt engrais. Donc, vous voyez ici un rapport cellulose sur lénine qui varie entre 0,22 et 1,71 et une valeur de 0,5 constitue la valeur au-delà de laquelle on va considérer que finalement le produit est plutôt stable et plutôt un amendement. Donc, vous voyez aussi là différents types de comportements. Alors, sur cette question des contributions humiques des digestats, l'idée, c'est que ici, des auteurs ont comparé finalement ce que restituerait 100 unités de carbone d'une biomasse végétale, type paille de blé ou canne de maïs, etc. Donc, qui aurait une contribution humique d'environ 14%. Eh bien, finalement, ce qu'il faut retenir de cette synthèse ici, c'est qu'avec la méthanisation, on sait on perd du carbone puisqu'on produit du biogaz, enfin du méthane, mais que ce carbone finalement se stabilise pendant le procédé de méthanisation. Donc, on a moins de carbone restitué au sol, mais avec une contribution humique qui augmente et qui dit que finalement, au final, eh bien, on n'aurait pas d'impact de la méthanisation sur la quantité du carbone qu'on a dans le sol. Alors, il faut prendre quand même ce résultat avec précaution, puisque là, c'est basé sur le remplacement d'une quantité de carbone équivalente entre des résidus de culture, le digestat de ces résidus ou le digestat des fumiers comme digérés également. Donc, bon, il faut prendre cela avec précaution. Néanmoins, plusieurs auteurs ont montré quand même qu'il y avait une stabilisation du carbone pendant le procédé de méthanisation. Voilà. Pour ce qui est d'essais de longue durée avec une mise en évidence effective de l'effet de digestat sur la dynamique de la matière organique, je n'ai trouvé que 2 études et qui montrent qu'il n'y a pas de différence significative, que l'on apporte des résidus de culture et des fumiers versus des digestats de ces résidus et fumiers mélangés dans le méthaniseur. Bon, ces résultats, encore une fois, sont obtenus au bout de 3 à 4 ans. On sait aussi que ça prend plus de temps pour mettre en évidence des résultats significativement différents. Voilà. Puis nous avons un essai Eiffel au niveau de l'UMRSAS où justement, cette année, nous réalisons une étude au bout de 9 années d'apport de digestat et on pourra justement un peu répondre à cette question. Je vais vite. Donc là, c'est une synthèse très globale sur finalement l'impact sur la qualité du sol, à la fois les propriétés biologiques, physiques et chimiques. Globalement, on peut dire que les résultats disent que les effets sont positifs de l'apport de digestat sur ces différentes propriétés du sol, bien qu'un auteur dit qu'il n'y a pas d'effet significatif comparativement à d'autres produits organiques, mais je ne vais pas détailler la raison de ce résultat. Ce que je dirais juste, c'est que parfois ces effets aussi sont temporaires, que sur les propriétés chimiques, par contre, ce n'est pas très évident non plus, pas très clair quand même, l'effet des digestats est peu étudié. Sur ce qui est l'effet sur les propriétés biologiques, ce qui est clair, c'est que comparativement à la fertilisation minérale, bien évidemment, l'apport de digestat améliore la quantité de biomasse microbienne, l'activité et la diversité microbienne dans les sols. Par contre, il semblerait que l'effet soit moins important, toujours positif, mais moins important que des effluents qui ne seraient pas digérés. Donc là, j'ai retrouvé 2 études qui comparent des effluents digérés versus des effluents non digérés, mais issus de fermes différentes. Donc, faut pas, c'est pas un effluent et son digestat, c'est des effluents dans des fermes et des digestats dans d'autres fermes. Donc là aussi, c'est voilà, et qui montre que eh bien là à gauche, finalement la biomasse, le carbone microbien représente 1,9% du carbone total dans des sols qui reçoivent des digestats versus 2,3% dans des sols qui reçoivent des effluents d'élevage non digérés. Donc, bon, la différence n'est pas très, très grande.
Et puis là, à droite, alors moi, je ne vois pas bien, mais disons qu'il y aurait moins de champignons, moins de bactéries dans le digestat que dans le… Là, ce sont des indicateurs fongiques et bactériens hein, qui ont été mesurés. Donc, moins de bactéries de champignons dans le digestat versus les fumiers ou lisiers non digérés. Néanmoins, le rapport champignon-bactéries reste toujours le même. Et ça, pour nous, c'est intéressant de voir justement s'il y a un déséquilibre entre ces populations ou pas. Et en fait, non, apparemment, mais ça, encore une fois, ça serait à vérifier. Nous, ce que nous pensons avec mon collègue Romain Giraud, c'est que ce n'est pas tant la diversité microbienne dans les digestats qui va impacter ce qui va se passer dans le sol, mais plutôt le carbone du digestat et ses formes une fois restituées au sol. Pour ce qui est des propriétés physiques, donc on voit toujours plutôt un effet positif. Je voulais juste revenir sur un point de vigilance, mais qui est vrai pour tous les produits organiques, hein, quels qu'ils soient, c'est de faire attention à l'accumulation des éléments en suspension qui peuvent modifier la porosité du sol ou à des cations monovalents, potassium, azote ammoniacal, qui peuvent créer de la dispersion de la structure du sol. Voilà, concernant l'effet sur la macrofaune, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a ce qui est représenté ici, c'est un effet positif sur les colamboles, et ça en sol sableux. Et en fait, l'effet positif du digestat, qui est ici un digestat liquide, est lié au fait qu'il améliore l'humidité du sol et donc rend ainsi le sol plus favorable à la circulation et à la prolifération des colamboles. Pour ce qui est des vers de terre, alors c'est une question qui est à l'étude. Il y a un effet négatif, mais temporaire, au bout de 6 mois sur les vers de terre liés à l'apport de digestat, qui serait lié à la quantité importante d'azote ammoniacal apporté. Mais ce résultat a été obtenu avec des doses très, très élevées de digestat, correspondant ici à 250 kg d'azote par hectare, ce qui est énorme. Donc, pour finir, j'ai essayé d'aller le plus vite que je pouvais. Ce qu'il y a, c'est que nous réalisons justement différents travaux de recherche. On est à fond, à la fois en encadrant une thèse de doctorat et en participant à différents programmes de recherche, y compris en association avec l'AMF et l'association ELV, et avec notre dispositif sur le long terme EFEL, qui va nous permettre d'acquérir à différentes échelles, en conditions contrôlées de laboratoire, dans des lysimètres, dans un essai agronomique très instrumenté long terme et dans des parcelles d'agriculteurs, un ensemble de références dans nos conditions de filière, de sol, de climat, de système de culture, en essayant de comprendre les mécanismes également pour pouvoir rendre nos résultats transposables. Et ça, on espère pouvoir en 2022 vous présenter ces résultats. Merci Voilà, beaucoup. je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous laisse éteindre la présentation et je cède immédiatement la parole à François pour une dernière réaction avant de transmettre vos questions. C'est vrai que du coup, la vie du sol, on s'intéresse beaucoup à ça parce qu'on ne veut pas détruire nos sols par le digestat ou surtout l'améliorer. Du coup, quand on regarde uniquement le digestat, on n'a pas vu d'impact. Moi, depuis 10 ans, je n'ai pas vu d'impact vraiment négatif sur le fait d'incorporer le digestat. Et quand on prend l'impact de la méthanisation globale, hein, avec les cives qui sont implantées dessus, du coup, je pense qu'on améliore la structure du sol grâce tout le système racinaire des cives, avec un fort développement végétatif. Mais malgré tout, on est quand même vigilant parce qu'il faut faire des prélèvements année zéro au démarrage de l'installation pour voir un peu comment évolue le sol avec la méthanisation. Et du coup, comme disait Safia, l'AMF, on a mis en place des études avec les étudiants. Ils sont venus donc sur une exploitation et d'autres exploitations, avec quatre écoles en tout en France. Et globalement, sur les vers de terre, sur les 4 écoles, on n'a pas vu d'impact vraiment négatif du DSA sur les vers de terre, voire plutôt sur Nancy, plutôt positif, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, il y a des travaux en cours sur le terrain et des conclusions à venir avec peut-être
un rapport qui sera diffusé plus largement. Je précise aussi, parce que j'ai vu ça en suivant un confrère de l'AMF, Philippe Collin en Haute-Marne, qui a fait des vidéos aussi de ces sols et qui montrait la vie biologique qu'il y avait dedans, et notamment la macrofaune, hein. Même après épandage de digesta, on voit qu'il y a encore de la vie, il y a encore beaucoup de vie, donc il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent, et il y a nécessité de continuer sur ces travaux pour éclairer et apporter des éléments objectifs. Nous, les agriculteurs, je pense qu'on a des certitudes, c'est clair, de bien travailler, mais je pense que c'est important de mesurer et de vérifier avec les chercheurs qui viennent contrôler les sols pour voir si effectivement il y a une évolution positive ou négative dans la méthanisation. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'en profite puisque je vais passer la parole aux participants en interprétant leurs questions pour relayer le dernier commentaire d'Alice Lostis du CTBM. Il existe un site où sont référencés un grand nombre d'informations, et notamment sur les impacts et d'autres sujets. C'est le site infometa.org avec des sources qui proviennent de publications scientifiques et d'études documentées. Donc, n'hésitez pas à user et à abuser de ce genre de sources, puisqu'elles se veulent les plus complètes possibles. Merci François pour ces témoignages. Alors, je vous demande à tous de rallumer vos caméras pour qu'on puisse échanger sur les différentes questions. Alors, Cécile, lors de ton propos introductif, une première question est arrivée sur les externalités. Pourquoi ne pas avoir considéré les externalités liées aux économies sur l'infrastructure électrique, réseau et stockage? Question de Mathieu Schmitt. Alors, sur les externalités positives, aujourd'hui, on s'est focalisé sur les externalités de la méthanisation en injection, notamment. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille plutôt sur le réseau du gaz et l'impact de la méthanisation par la production de biogaz sur le réseau de gaz. D'accord. Merci à toi pour cette réponse. Et Pascal Garçon de GRDF, si je ne m'abuse, te remerciait et demandait quid de la mission interministérielle lancée fin 2020 sur la monétisation des externalités. Alors, cette mission, en effet, a mené des travaux. Au sein de France Gaz Renouvelable, nous avons été auditionnés un certain nombre de fois sur ce sujet, et notamment pour présenter l'avancement de nos travaux. A priori, les informations que j'ai, c'est que le rapport est terminé, mais il n'a pas encore été publié. Et je n'ai pas de date de publication. D'accord, donc on attend avec impatience la publication. Tout à fait. Merci Cécile. Alors Sylvain, énormément de questions sur le volet gaz à effet de serre. Je ne pourrais pas toutes te les poser, mais tu les retrouveras dans le chat et je t'invite à répondre à celles que je ne t'aurais pas transmises d'ici la fin de la conférence. Tout à fait. Philippe Viltard demande si l'outil de calcul sera reconnu et utilisable dans le cadre des schémas de certification, par exemple ISCC. Non, en fait, là, c'est vraiment une méthode volontaire en fait, de la filière qui sera reconnue en fait, par la DGEC si, entre guillemets, on est approuvé dans le cadre du label bas carbone, mais pas dans les méthodes de référentiel internationales. Hein. Il y a une autre calculette, il y a une autre méthodologie pour RED 2 notamment, en fait, qui est en parallèle, mais qui ne prend pas forcément en fait, justement toutes les fonctionnalités en fait, et tous les bénéfices de la méthanisation. C'est pour ça qu'on a refait en fait, cette méthodologie label bas carbone. Cette nécessité d'être contextualisé dans le domaine de la méta. D'ailleurs, ça doit rejoindre la question de Mathieu Schmitt juste derrière. Pourquoi ne pas avoir également pris en compte l'outil européen Biograisse 2? Ouais, alors Biograisse 2 en fait ne prend pas en compte en fait des scénarios de référence, ne prend pas en compte en fait les cultures intermédiaires, ne prend pas en compte en fait les pratiques d'épandage. En fait, c'est pas du tout adapté au contexte français. Les cultures intermédiaires, notamment, en fait, voilà, c'est des choses qui sont particulières. On a essayé de le faire vraiment dans le contexte français. Il y a beaucoup de choses qui se font en fait ici en France et pas forcément dans d'autres pays encore. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question également de Lia de Jong. Quel est le niveau de détail de la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre par projet? Cela tient-il compte des composantes dans le projet,
notamment qualité des bâches, d'étanchéité du digesteur, technologie d'épuration, etc. Ouais, alors ça, on a effectivement, on a pris en compte les technologies d'épuration, effectivement, parce que ça peut influer sur la teneur de méthane dans les off-gaz. Donc ça, oui, tout à fait. Après, sur l'étanchéité des gazomètres, non, là, j'avoue que je pensais pas qu'il y ait une grosse différence d'étanchéité. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Non, on n'a pas, nous, de différences significatives connues, en fait. Voilà, j'espère qu'elles sont bien étanches, même si, effectivement, au fil du temps, ça peut évoluer. Mais là, non. Et ça fait aussi écho à une autre question que j'ai vue, hein. Est-ce que dans la CV, tout est pris en compte? Oui, on a bien pris en compte notamment les éléments de construction, l'amont, l'aval. En fait, dans la CV, et notamment dans la CV donc, du label bas carbone, là, en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte l'ensemble en fait, de la filière et l'ensemble finalement de l'amont et de l'aval. Alors, je te pose une dernière question et après, je te laisserai répondre aux autres directement dans le chat. S'il te plaît, pour ne pas frustrer nos nombreux participants, puisqu'on était près de 200, quelle coexistence réglementaire entre le projet label carbone ou label bas carbone et le dispositif existant des garanties d'origine? Oui, alors là, ça reste en discussion, hein. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore tranché. Ça pourrait très bien être des projets, par exemple, en fait, qui n'émettent pas de garantie d'origine, qui émettraient effectivement ces réductions de gaz à effet de serre. Ça pourrait coexister aussi. Voilà, c'est en discussion. On n'a pas encore tranché, mais on a bien pris en compte effectivement cette problématique en compte. Merci Sylvain. Armel, il y a une question. Arnaud Jumel souhaitait savoir si, dans le cadre du groupe de travail que tu pilotes, vous vous étiez rapproché d'acteurs qui sont sur la gazéification hydrothermale ou d'autres process pour mesurer la faisabilité et qui pourraient apporter une solution à, entre guillemets, l'épuration des digestats dans une démarche plus dynamique de prospective. Alors, en tous les cas, je sais qu'on ne s'est pas penché sur cette question-là. Je pense que l'objet, hein, le cadre du travail qui m'a été confié, c'était un cadre de dire quelles sont les conditions d'un apport bénéfique en termes de retour au sol de ces digestats si on s'intéresse à l'enjeu de la qualité de l'eau. Donc, on est bien dans une logique là d'économie circulaire et de valorisation par retour au sol de ces digestats. Je pense que le sujet qui est évoqué là est un sujet autre qui est celui de est-ce que l'ensemble des digestats produits par la filière de méthanisation a pour vocation à être retourné sur les sols. Peut-être que certaines alternatives pourraient à terme être étudiées, mais ça n'était pas du tout l'objet de ce groupe de travail. Merci pour ta réponse. En effet, il y a des digestats comme il y a des méthanisations et ça nécessite une approche fine. Romain, pas mal de questions concernant le sujet traité. J'ai notamment Alain Rochegut, que je salue, qui, si c'est bien le même, est à la Dréal en Auvergne-Rhône-Alpes, qui pose la question suivante. Au-delà de l'impact sur la qualité de l'air par l'ammoniac, y a-t-il un risque de volatilisation par émission de protoxyde d'azote, qui a un pouvoir réchauffant important? Oui, alors du coup, pour ce qui est du protoxyde d'azote, alors effectivement, du coup, enfin, dans les bilans gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui joue beaucoup parce que le pouvoir de réchauffement est près de 300 fois celui du CO2. Alors sur une firme méthanisation, en fait, le protoxyde d'azote, en termes d'émissions, on le retrouve essentiellement, en fait, finalement, au retour au sol et dans une moindre mesure au stockage au stockage ou au compostage des phases solides de digestat. Après aujourd'hui, en fait, enfin la partie prépondérante, c'est la partie retour au sol et aujourd'hui enfin la complexité des processus fait qu'on est incapable d'avoir un bilan vraiment avant-après, impact individuel de la méthanisation. Parce que finalement, ce qui va dépendre, ce qui va jouer plus sur les émissions de N2O, c'est les conditions pédoclimatiques, le type de sol, la pratique culturale et cetera. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a pas de données vraiment qui permettent de dire ça joue dans un sens ou dans l'autre ou c'est neutre, voilà, objectivement.
Merci Romain. J'ai une autre question sur les techniques d'épandage d'Alexandra Geoffrin de la Chambre d'agriculture qui nous demande, qui nous précise, vous n'avez pas parlé de l'épandage par tuyau, qu'en est-il? Même système que l'irrigation, mais pour l'épandage du digestat, c'est un dispositif de plus en plus étudié sur les unités de méthanisation car il diminue les coûts de transport et de logistique pour l'épandage du digestat. Mais la limitation des émissions est-elle plus efficace avec ce dispositif qu'avec un pendillard ou un enfouisseur? Alors, je vous avoue que du coup, là, j'ai pas bien, je suis pas sûr de bien interpréter ce qui est appelé l'épandage par tuyau. En fait, je pense qu'il s'agit de l'épandage Chantône. Enfin, si tel est le cas, en fait, en tous les cas, ce qui va compter en fait par une limitation des émissions, c'est pas toute la partie transport, qu'il y ait une tonne ou pas de tonne, ou qu'il y a un tuyau, et cetera. En fait, c'est l'organe de dispersion. Donc au final, par exemple, sur un épandage à pendillard avec une tonne classique ou un épandage Chantône, mais où le système de dispersion, ça reste un pendillard, au final, les potentiels de réduction, ils vont être équivalents, qu'il y ait épandage Chantône ou pas, quoi. Voilà. Ce D'accord, qui compte, c'est vraiment la dispersion. d'accord. Ça peut être des gains sur le transport de la matière, etc. Alors voilà, par contre, il y a des gains logistiques, il y a des gains aussi en termes de tassement des sols. Mhm. Alors là où il peut y avoir un effet indirect quand même, c'est que le transport sans tonnes peut permettre d'intervenir plus tôt sur la parcelle et donc dans des systèmes, enfin plutôt en saison, pardon, sur la parcelle, et donc dans des conditions climatiques qui sont moins favorables aux émissions. D'accord. Mais on est quand même sur des effets qui sont indirects, quoi. Très bien. Merci à toi pour ces éléments de réponse. Et je te laisse également consulter l'ensemble des questions pour y apporter quelques réponses en plus de celles que tu viens de nous donner à l'oral. Safia, j'ai une question d'Arnaud Levy. Il nous demande si des tables par type d'intrants et de mélange d'intrants avec des ratios de production d'hydrogène et de retour pour les sols existent. Et si oui, où? Question très précise. Oui, alors là, franchement, je ne sais pas, peut-être plus Romain. Non, bah, là, ce qui est des tables qui diraient qu'à partir de finalement de la recette qu'on met dans le méthaniseur, on pourrait dire J'imagine quoi? que c'est ça le sens de la question, des tables d'intrants, par type d'intrants et de mélange d'intrants qui donnent des ratios de production d'hydrogène et de retour pour les sols, enfin, d'amendement, de qualité du retour au sol. Bon, je ne crois pas qu'elles existent. Alors, pour ce qui est de la production d'hydrogène, je ne saurais vraiment pas dire. Pour ce qui est ensuite de la qualité des digestats, etc., bah, c'est ça que nous, on essaye justement au travers de la thèse de doctorat et des différents programmes de recherche, de faire un peu le point de tout, des caractéristiques des digestats qu'on peut avoir en fonction de ce qui rentre dans le méthaniseur. Parce que, en fait, encore une fois, il n'y a pas cette information en tant que telle. Elle n'existe pas et c'est un petit peu à nous de rechercher tout ça. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que dans les publications scientifiques, quand il y a des résultats qui sont proposés, des fois, on a juste une information disant que c'est un digestat de fumée ou un digestat, et des fois à peine. Donc, on a du mal à faire associer le résultat ou la qualité du digestat au procédé, puis à ce qui vient en amont, quoi. Aujourd'hui, c'est encore insuffisamment renseigné, tout ça. Moi, je dirais que non, ça n'existe pas. Alors, Mais je me trompe peut-être. Hein. alors je peux compléter si vous me permettez. Okay. En fait, alors je suis d'accord que ça n'existe pas à l'heure actuelle. Par contre, il y a un certain nombre de travaux qui ont essayé de le développer. Notamment en fait un programme qui s'appelait ConceptDige qui a essayé de développer un petit outil. Alors je ne vais pas parler de la production d'hydrogène parce que je ne sais pas trop ce qu'il y avait derrière, mais en fait où l'idée c'était d'avoir un outil numérique en fait qui permet de dire bah voilà si j'ai tant de pourcents de lisier, tant de pourcents d'ensilage de culture, etc. Voilà quel type de digestat je vais avoir. Donc d'avoir vraiment quelque chose, un petit outil de prédiction en fait qui permet de savoir à quel digestat je dois m'attendre en fonction des types de substrats qui sont utilisés. Par contre, en fait, c'est en cours de validation encore tout ça. Et donc du coup, on n'est pas encore sur un outil commercial Et par utilisable par rapport tous. et ça donne une information sur la disponibilité en azote, mais pas tellement sur les autres Ouais. propriétés.
Ouais, alors par contre, c'est effectivement que pour l'instant, on n'est que sur les caractéristiques globales, on n'est pas encore sur les services qu'apporte le Digesta derrière en termes de fertilisation ou d'amendement. D'accord, donc des projets en cours, Conceptdige, Fertilige. Je remercie Adeline ainsi que Cécile Hubert qui ont contribué dans le chat et qui vous donnent des liens sur des projets Métabiosol également qui pourront vous apporter un certain nombre d'informations. D'ailleurs, à ce titre, sachez que vous avez été nombreux à le demander, l'ensemble des présentations et le replay seront disponibles à l'issue de la conférence et de la journée. Et ça vaut également pour l'ensemble des autres conférences de Bio 360 sur l'espace en ligne. Et concernant les travaux sur les gaz à effet de serre et sur la qualité de l'eau qui ont été menés dans le cadre du comité stratégique de filière, piloté par France Gaz Renouvelable sur cet aspect externalité avec Cécile Frédéric, vous aurez les livrables sur le site du CSF et sur le site de France Gaz Renouvelable, www.gazrenouvelable.fr. Une petite dernière question pour François. Alain Rochegut, toujours, nous demande, puisque François, vous avez abordé l'aspect enfouisseur sur les blés, est-ce que cela fonctionne bien? Est-ce que ça n'abîme pas trop les cultures? Je pense qu'il faut rassurer Alain. Alors moi, sur blé, je fais ça avec Pandillard, Avec pour un débit de chantier et pour éviter de passer en 24 mètres, ça fait plus large et ça évite de passer plein de fois avec les tonnes alizées dessus. Je sais qu'il y a des collègues qui font ça avec des enfouisseurs type enfouisseur à prairie et qui marchent relativement bien. C'est des petits enfouisseurs à disque assez serrés qui font après 6 mètres de large. Voilà. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il faut mieux passer avec un épandage chantonne pour ne pas tasser trop le terrain. Parce que ça fait plein de passages tous les 6 mètres. Et là, ça peut compliquer un peu le tassement de terrain, quoi. Merci pour cette précision. Alors, il y a eu de nombreuses questions. Je ne peux pas tous vous les poser puisque le temps imparti est déjà légèrement dépassé, mais c'était passionnant, très complet. Merci à tous pour l'ensemble de vos interventions. Merci aux organisateurs d'avoir permis à ce sujet de trouver une chambre d'écho ici même avec plus de 200 participants, près de 220 participants, j'ai cru lire sur le chat. Donc, merci à tous. Je vous annonce deux choses. À 14h, vous aurez une conférence où vous pourrez retrouver Sylvain Frédéric de GRDF, cette fois-ci avec sa casquette de copilote de l'action industrialisation compétitivité de la filière dans le cadre du comité stratégique de filière. Et cette conférence s'appelle « Optimiser les coûts de production, les leviers d'une méthanisation rentable aujourd'hui et demain ». Je rappelle que l'objectif est une baisse des coûts de 30% OPEX et CAPEX. Donc, Sylvain et l'ensemble des conférenciers présenteront les leviers à disposition pour tendre vers cet objectif. Et puis, à 16h, une conférence animée par Armel Damiano sur la professionnalisation de la filière, quel retour d'expérience, quel processus d'amélioration. Donc, encore une après-midi riche. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, Grégory. Bravo à toi. Merci, au revoir. Merci bien. Merci, au revoir tout le monde. Merci, au revoir.